Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Christina Michaud. Salut, Christina. Allô, Denis. Nous sommes engagés publics. Christina, ça fait déjà, la 4e fois. Ouais. Hein, on se disait ça juste avant que je parte l'enregistrement. 4e fois qu'on se rencontre pour une entrevue. Première fois en vidéo. Oui. Fait que, merci d'être venu comme ça merci dans de l'invitation. dans notre petit studio à Québec. Très dans contente d'être là. Circonscription de Charlebourg. Oui. J'ai eu Paulus, Pierre Paulus comme, C'est vrai, c'est bon comme ça. invité. Il est venu voir, ça veut pas, c'est mon député. Ben oui. Puis, vous irez voir ça, chers auditeurs. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, une entrevue très intéressante, un chic type. Mais là, je suis avec toi aujourd'hui. Oui. Christina Michaud, pour ceux qui ne la connaissent pas, députée fédérale d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia depuis 2019. Porte-parole du Bloc québécois pour les changements climatiques, la sécurité publique et la jeunesse. Ça, c'était des dossiers qui te sont confiés. Ouais, depuis 2019. Vice-présidente du comité permanent de la sécurité publique et nationale. Mm-hmm. Hein, c'était grosse responsabilité. Oui, j'étais la sur la première scène. femme nommée là, je pense. On a une araignée qui se promène, ça t'a déconcentré Tu comme m'as moi. vu, hein? je le regardais, je suis comme... Elle est inoffensive. Tout va Oui, bien elle est aller, inoffensive. je pense. On va la laisser là. Donc, sachez, je le couperai probablement pas. C'est très drôle. On a une toute petite araignée qui est venue nous rendre visite pendant l'enregistrement. Fait que, écoute, excuse-moi, vice-président du comité permanent de la sécurité publique et nationale. Ça va de soi, en fait, au Bloc québécois, étant donné qu'on est la deuxième opposition, dès qu'on est nommé à un dossier où il y a un comité, on devient un peu vice-président. Il y a 2 vice-présidents. Donc, la première opposition, les conservateurs et le Bloc québécois, on est 2 vice-présidents. Souvent, c'est un président libéral. Des fois, c'est un président conservateur. Donc, le premier vice-président sera libéral. Mais le deuxième vice-président, c'est toujours Bloc québécois. Ça nous donne un petit rôle de plus intéressant. On peut remplacer le président si jamais il n'est pas là. Mais c'est nous qui menons le dossier puis qui collaborons avec nous vis-à-vis des autres partis là, sur quand tu te fais confier un dossier, comme là, je viens de les dire, changement climatique, sécurité publique, là, automatiquement, tu te retrouves sur les comités permanents. Exactement. Il n'y en a pas pour tous les dossiers. Par exemple, au Bloc, on a décidé de créer un dossier sur la laïcité. C'est pas tous les partis qui ont un dossier comme ça. Nous, on pensait que c'était important de le faire. Donc, évidemment, il n'y a pas de comité sur la laïcité de l'État à Ottawa. Qui d'autre en a un? Comité sur la laïcité? Je pense qu'il n'y a pas de porte-parole d'autres partis sur la laïcité. Hein? On est les seuls. Donc, ça ne vient pas de facto avec un comité. Par exemple, il y a juste un comité de l'environnement, puis on a une porte-parole environnement qui est Monique Posé. Donc, c'est elle qui est à ce comité-là. Moi, je suis à celui de la sécurité publique. Donc, on se partage les tâches un peu comme ça. C'est quoi la distinction entre environnement et changement climatique? Je pense que tous les dossiers de porte-parole, c'est vraiment la prérogative du chef du parti. Il décide quel genre de dossier il veut donner à ses députés. Yves-François, en 2019, avait fait le choix de séparer ce dossier-là en 2, environnement et changement climatique, parce que c'est un dossier qui est très, très important, très chargé aussi. Donc, tout ce qui est protection de l'environnement, de la biodiversité, etc., c'est une chose. Tout ce qui est lutte contre les changements climatiques, c'est une chose aussi. Donc, on avait Monique Posé qui était là avant la cohorte de 2019 du Bloc, qui est arrivée avec plusieurs députés qui avaient fait un travail extraordinaire en environnement. Alors, ça allait de soi que c'était elle qui continue à porter ce dossier-là, mais je pense que Yves-François avait le goût de donner une touche peut-être de jeunesse en renfort. Alors, on est un duo de feu sur ce dossier-là depuis 2019. Il y a possibilité de faire des jeux de mots avec tous les feux de forêt dans ce contexte-là. Tu es aussi... écoute, ça, c'est incroyable. Je te le disais tantôt, j'ai découvert... Puis, tu sais, écoute, moi, je suis souvent un bon baromètre, OK? Mm-hmm. Si moi, qui suis ça quand même un peu, je savais pas ça. Imagine le nombre de Québécois qui ne savent pas. Mesdames et messieurs, savez-vous que Christina est aussi candidate de la future circonscription, la nouvelle circonscription de Gaspésie, les îles de la Madeleine et Listugouche. Listugouche. Ouais. Oui, j'aurais dû y penser, c'est comme Ristou-Gouche puis tout ça, là. Donc, je savais même pas ça, moi, Christina, qui avait un changement, qui avait eu cet impact-là. Comment? Bon, c'est quoi? Ma première question, c'est comment on en arrive? On est donc bien loin. J'avais eu la même réflexion avec Yves-François. Mm-hmm.
qui est aussi une entrevue disponible sur notre chaîne YouTube, avec Yves-François Blanchet, à savoir, de mon petit Charlesbourg natal, là, je le sais pas ce qui se passe au point de vue à Ottawa. Comment ça nous échappe, ce genre de truc-là? Je l'ai appris là, juste avant que tu arrives. Nouvelle circonscription. Oui, je pense qu'en général, la politique québécoise est peut-être un peu plus suivie que la politique canadienne, ce qui est bien correct. On a un attachement particulier au Québec et c'est peut-être pas la majorité des gens qui s'informent, qui regardent le bulletin de nouvelles à tous les soirs. Si oui, on parle pas de redécoupage électoral à tous les soirs au bulletin de nouvelles non plus. Ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, en fait. Il y a 2 étés, on a annoncé la commission de délimitation des circonscriptions fédérales a dit, comme à chaque 10 ans, il y a un redécoupage. On rebrasse les cartes un peu pour s'assurer qu'il y a le même quotient électoral dans chaque circonscription au pays. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait environ 109 000 personnes par circonscription. Ils ont fait le calcul, ils ont vu dans la circonscription que je représente en ce moment, c'est la moins populeuse du Québec, avec quelques 70 000 personnes. Alors, ils ont dit, tout simplement, on va l'enlever de la carte, on va fusionner une partie avec Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques, qui est juste à côté, et l'autre partie, on va fusionner avec Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Ça semblait simple comme ça, je pense, pour les décideurs, qui sont 3 politologues, je crois, à la retraite, qui sont engagés sélectionnés par Élections Canada pour faire ce calcul-là à travers le Canada. Ça semblait simple, mais ça, c'était avant qu'ils mettent les pieds dans Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia, et qu'ils réalisent à quel point c'est grand comme territoire. Et c'est pas facile de représenter des gens sur un territoire aussi vaste. Alors, même s'il y a pas beaucoup de personnes, c'est un enjeu incroyable. J'ai déjà 4 bureaux de circonscription dans mon comté. C'est beaucoup, là. Puis, on veut pas que les gens aient 1 heure, 2 heures de route à faire pour venir à la rencontre de leurs députés. Et de la même façon, ce serait le fun que le député ait pas à faire 4, 5, 6 heures de route par fin de semaine pour aller à la rencontre des électeurs, alors que je suis déjà à 8-9 heures de route d'Ottawa. Alors, bref, ils ont proposé ça, puis même si on s'est battu pendant presque 2 ans contre ces décisions-là, on a fait, des lettres ouvertes avec tous les... Ça, j'ai quand même vu passer des trucs, mais j'avais pas compris que ça avait un impact sur ton... Absolument. C'est le seul comté au Québec qui disparaît au fédéral. C'est le mien. Il y a eu des... Est-ce que le Québec perd de la représentation dans ce contexte-là? Oui. Et c'est là où le bas blesse, je pense. Et c'est pour ça qu'on s'est battu au Bloc québécois, même si électoralement, là, on est un peu gagnant parce qu'ils vont créer une nouvelle circonscription dans les Laurentides. Ça va s'appeler Pays d'en haut. Et si on regarde les projections actuelles, c'est le Bloc qui pourrait remporter cette circonscription-là. Si on regarde les projections actuelles dans Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, les Listoucouches, avec la partie de mon comté qui est ajoutée, il y a des tendances bloquistes dans ce coin-là. Mais même à ça, on a été les premiers et pratiquement les seuls à se battre à dire ça n'a pas de bon sens que le Québec perde un siège, pendant que le reste du Canada, lui, gagne des sièges. Alors, c'était un peu ça qu'on défendait aussi, la voix des régions, mais la voix du Québec à la Chambre des communes. Alors, on a déposé un projet de loi pour essayer de se battre contre ça et dire, il faut pas calculer ça de cette façon-là, sinon on va perdre des sièges à chaque 10 ans. Et finalement, le Parti libéral a voulu faire ça à sa manière. Il a finalement proposé un projet de loi en disant, on dit que le Québec va rester à 78 sièges. Il a 78 sièges en ce moment, alors on ne pourra jamais aller parce qu'ils ont rajouté un. Alors, on ne pourra jamais aller en bas de ça, mais ça ne dit pas nécessairement qu'on va aller en haut de ça non plus. Et ça ne faisait pas survivre ma circonscription, malheureusement. Alors, on était un peu là. Élections Canada nous avait dit, ça va nous prendre quand même 7 mois, grosso modo, à mettre tout ça en place, la nouvelle carte et tout ça. Donc, s'il y avait eu des élections avant, on aurait été en élection avec l'ancienne carte. Alors, il y a eu une espèce de flou pendant longtemps où on ne savait pas si on allait retomber en élection puis j'allais pouvoir me présenter dans mon comté actuel pour un autre 4 ans ou si je tombais dans la nouvelle circonscription. Là, cette date butoir-là est passée. Alors, c'est sûr et certain que le moment où on tombe en élection, je serai candidate dans Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, les Listoucouches. Puis ça, tu l'as annoncé déjà. Je l'ai annoncé parce qu'il fallait que je fasse un choix quand même. Je suis attachée aux 2 parties de ma circonscription. Je suis originaire de la Matapédia, j'y habite, ma famille est là et cette partie du comté s'en va dans Rimouski. Ah, c'est ça, là. Alors, ça aurait peut-être été intéressant pour moi d'aller dans Rimouski. Le hic, c'est qu'il y a un
collègue du Bloc qui est déjà élu dans Rimouski. Alors, le choix était un peu facile de dire, je vais aller dans Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine parce que c'est libéral, puis on a une chance d'aller gagner un siège de plus là, pour le Bloc québécois. Mais ça vient avec des enjeux de logistique. C'est immense. Là, on est à Québec ensemble. C'est à peu près 4 heures de chez nous. Percé, Gaspé, c'est à 4 heures de chez nous aussi. Ouais. Alors, ça a des enjeux logistiques assez importants. Il y a les Îles-de-la-Madeleine qui sont dans le comté. Pas moyen d'y aller par exemple, à part en prenant le bateau puis en passant par d'autres provinces ou en prenant l'avion. C'est agréable, c'est agréable, oui, mais c'est pas simple comme défi de représentation. Alors, ça va être un gros défi pour la prochaine année. J'aimerais ça rentrer un petit peu plus dans le détail de ça parce que c'est ça que là, c'était ma prochaine question, savoir, donc, il y a une partie de ton comté actuel qui est amputée ou transférée, c'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. Vraiment une partie qui s'en va. Qui s'en va à ton collègue de Rimouski. Oui. Qui est... Maxime Blanchette-Jonca. Maxime Blanchette-Jonca, vois-tu, une autre chose que j'aurais dû savoir. Mais c'est correct. On a comme nos chouchous, nous autres, aux engagés publics, puis pas pour rien que c'est la 4e fois que tu reviens. Puis, OK, mais là, ça veut dire que c'est un gros défi pour toi. C'est comme deuxième, oui. Tu te relances dans un... Parce que tu aurais pu te considérer comme... T'étais bien, là. Les gens t'aiment beaucoup, là. T'es bien. C'est un comté à forte tendance bloquiste. On n'a qu'à penser à Pascal Bérubé qui est au Parti québécois, puis ça va, qui mène ça d'une façon incroyable. Ben oui. Honnêtement. Là, tu recommences, puis il y a je me disais, on prend jamais rien pour acquis. Il peut toujours arriver plein d'affaires qu'on n'avait pas prévues. Il peut y avoir une vague à la prochaine élection. Bref, j'allais quand même me préparer à faire une bonne campagne, mais j'étais dans mes pantoufles. Là. Je connaissais le monde, les gens me connaissent. Je suis là depuis 5 ans. Oui, je pense que je peux dire les gens m'aiment. Ils m'ont regardé faire mes preuves, puis ils ont apprécié ce qui a été fait, le travail qui a été fait depuis 5 ans. Ça va faire 5 ans dans moins d'1 mois. Fait que je me disais, ça va être une belle 3e campagne. Là, j'ai l'impression un peu de recommencer à zéro. Oui, j'apporte une partie de mon comté dans le nouveau, mais c'est 3/4 de nouveaux comtés, de nouvelles personnes qu'il faut que je rencontre, des nouvelles entreprises, des nouvelles communautés, des nouvelles municipalités, des nouvelles MRC. Bref, ça fait beaucoup de monde, donc un gros défi, une nouvelle base aussi à aller chercher. Quand on a un comté qui est pas bloquiste depuis des années, le comité exécutif est moins actif. Oui, il y avait des bénévoles qui étaient encore là. Amènes-tu ton équipe avec toi? Mais ça aussi, c'est un enjeu. J'ai des gens qui habitent d'un côté de la circonscription, pas là. Écoute, les autres de l'autre côté. Donc, ça vient avec on va faire une petite liste des choses que ça vient impacter. Puis là, c'est débile parce que je suis encore dans la présentation. Puis on a commencé. C'est correct. Mais je pense que c'est un point, c'est tous des points super importants. Premièrement, impact sur tes bureaux de circonscription. Là, toi, tu es une de celles en plus qui avait choisi d'avoir des bureaux, d'une belle représentation. Tu as 4 bureaux, je pense, c'est ce que tu disais tantôt. Exactement. Là, OK, ça, j'aimerais ça qu'on en reparle. Vas-tu reporter ce modèle-là? Deuxièmement, vas-tu déménager? J'ai lu que tu déménageais aux îles. C'est vrai, ça? Donc, vas-tu déménager? Ensuite de ça, ton équipe, est-ce qu'il y a une partie de ton équipe qui devra être relocalisée? Est-ce qu'il y a des frais associés à ça? Est-ce que c'est couvert par... je sais pas. C'est des bonnes questions. Le gouvernement canadien. Écoute, allons-y dans l'ordre. Pour les bureaux, évidemment, les bureaux qui sont dans la Matapédia puis dans la Métis, j'en aurais plus besoin. Donc, c'est triste. C'est triste, mais c'est ça. Donc, j'aurais plus de bureau à Mkoui, plus de bureau à Price, où j'avais décidé de faire mon bureau dans la Métis. Puis à Matane, le bureau va rester là. Il va falloir probablement déménager le bureau d'Avignon parce que moi, comment j'avais fonctionné, là, Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, les 4 noms, c'est des noms d'MRC. Donc, je me suis dit, un bureau par MRC, ça me semble juste, ça me semble raisonnable, étant donné qu'il y a quand même quelques minutes, voire des heures à faire entre chaque bureau de route. Donc là, en Gaspésie-les-Îles, si je compte ça par MRC, j'y arrive pas. J'ai pas assez de fonds dans le fonds que la Chambre des communes nous donne, le budget de fonctionnement d'un bureau de député. J'ai pas assez d'argent pour faire 10 bureaux. C'est le même, ce fonds-là, est-ce que c'est le même pour tous les pour tout le monde, bureaux, on a le même budget de base. Les grands comtés ont plus de... Et là, il y a des primes pour le nombre d'électeurs. Donc, si on est en haut de... Ça peut aller 25 % en haut du 109 000 personnes ou 25 % en bas. Donc, si on est dans le en haut de ça, on a le droit à une prime par électeur de plus.
Puis, si on a une circonscription qui est plus grande, on a le droit à une prime sur les kilomètres. Exact. Mais c'est pas substantiel comme prime. Là. Ça peut peut-être être un 20-30 000 $ de plus par année, ce qui ne permet pas de payer un salaire de plus. Là. Ou d'ouvrir plein de bureaux partout. Non, exactement. Donc ça va être un enjeu. Parce que les bureaux, ça vient du monde. Hein? Oui, donc, ça prend des gens dedans. Puis aujourd'hui, en politique, là, on est... je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais on est beaucoup une porte de dernier recours. Les gens viennent cogner, puis ils ont essayé bien d'autres choses avant, puis on est un peu les dernières personnes, leur dernière chance. Là. Quand tu es rendu que tu t'en vas voir ton député, là, ta députée... Tu as besoin de personnes dans les bureaux de députés qui sont un peu... pratiquement des travailleurs sociaux. Ils aident le citoyen qui est en détresse. Souvent, ils essaient de le rediriger. Souvent, c'est pas fédéral, le dossier, mais on essaie quand même de rediriger la personne, de l'aider du mieux qu'on peut. Mais aussi, tu as besoin d'une personne qui fait de la représentation. Je passe la moitié de l'année à Ottawa. Je peux pas être à toutes les soupers spaghettis de ce monde. Donc, on a besoin de gens qui ont de l'entre-gens, qui sont capables d'aller faire du PR, d'aller dans les événements, tout ça. Donc, ça prend plusieurs qualités. Puis, on veut pas qu'ils fassent 3-4 heures de route non plus pour aller dans une activité. Donc, ça prend plusieurs bureaux. Je n'ai pas encore regardé comment je ferais ça parce qu'on va commencer par aller en élection puis se faire une stratégie d'élection, puis après, on verra pour les bureaux. Honnêtement, j'ai toujours un peu jalousé les bureaux de députés qui ont un seul bureau. Et là, toute l'équipe est ensemble, 4-5 employés, ça s'entraide, tout le monde travaille ensemble tout le temps, il y a une belle énergie. Moi, tout le monde est tout seul dans son bureau. Ça peut être plate, c'est une énergie qui est différente. Vidéoconférence. C'est ça. On est en vidéoconférence chaque semaine pour se tenir au courant des dossiers. Je sais qui s'appellent, etc., pour s'entraider, mais c'est pas la même chose. Mais c'est le genre de choses que je peux pas reproduire dans mon comté. On peut pas avoir juste un bureau. Ce sera la même chose dans Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Tu vas aller vers un modèle multibureau, mais exact. Il va être plus distancé. Il pourra pas y en avoir un pour chaque MRC parce que, regarde, on a la Matanie, on a la Haute-Gaspésie, on a la Côte de Gaspé, on a le Rocher-Percé, on a Bonaventure, Avignon, les Îles-de-la-Madeleine. On est rendu à 7 MRC. Tu as déjà été... tu as une expertise quand même auprès des pêcheurs, hein? On pourrait y revenir. Mais ça vient avec mon rôle de représentante d'une partie de la Gaspésie. Oui, c'est ça. Ouais, tu vas devenir... J'ai pas le choix de connaître un peu ça, malgré qu'on peut jamais connaître ça à 100%, je pense, mais bref. Donc, on pourra pas... Logistiquement, ce sera pas possible. J'aurai pas les fonds nécessaires. Donc, ce sera peut-être par 2 MRC. Puis ton personnel pas de cabinet, ton personnel de comté, qu'est-ce qui arrive avec eux? En ce moment, j'en avais 2 du côté de Rimouski, mettons, 2 du côté de la Gaspésie. Non, c'est pas vrai. 3 du côté qui s'en va à Rimouski, puis 1 de la Matanie. Et celui qui était du côté de la Matanie prend sa retraite à la prochaine élection. Donc, c'est ça. Ça remet en jeu bien des choses, mais on a ces discussions-là, puis on sait qu'il va falloir aller trouver des nouvelles personnes. Ça vient avec. Faut que tu fasses des cartes. Puis là, toi... Et là, moi. T'en vas où? Faut que tu aies une maison, là? Oui, mais là, peut-être que tu as vu ça en faisant tes recherches. Un gros titre, seulement. Mais quand j'ai annoncé mes couleurs que j'allais me présenter, parce que là, à un moment donné, les journalistes me demandaient souvent cette question-là, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans quel comté? Parce que il faut dire, j'ai laissé aller le suspense un peu parce que, je savais pas. Fallait que je prenne le temps d'y penser puis que je prenne une décision réfléchie. Puis après ça, il y avait toujours la chance ou la possibilité que je puisse me présenter dans mon comté si on tombait en élection avant avril. Puis là, j'avais déjà annoncé mes couleurs. Oh ouais, finalement, je vais me présenter. C'est ça. Fait que j'attendais quand même le bon moment. Donc là, quand j'ai annoncé mes couleurs, ça a été super... suivi, si on peut dire, même par les journalistes de la colline parlementaire, parce que là, je m'attaque à une ministre qui est bien en selle depuis 2015, qui est Diane Leboutillier, ministre des Pêches. Donc là, dès que j'ai annoncé ça, que je me présentais dans cette circonscription-là, sa première réaction, tout de suite, là, quelques heures après, ça a été, là, si Mme Michaud a du respect pour les électeurs de la Gaspésie des Îles, elle va déménager dans le comté parce que les électeurs ont toujours choisi quelqu'un du comté.
Honnêtement, au fédéral, je ne sais pas si les gens le savent, les députés ne sont pas obligés d'habiter dans leur circonscription. La moitié de mes collègues à Ottawa n'habitent pas leur circonscription. Ça ne fait pas d'eux des moins bons députés. Soit ils habitent pas loin à côté. Ouais, on apprend des choses aux engagés publics. Exactement. On peut être sur la liste électorale d'une circonscription sans avoir une maison dedans. C'est pas une obligation, mais je tenais quand même. Puis pas parce que Mme Leboutillier a dit ça. Là, même challenge. Ouais, c'est ça. Quand j'ai pris la décision, moi-même, je me suis dit, logistiquement, ça serait intéressant d'avoir un pied à terre quelque part. Après ça, le choix de où? Écoute, si je choisis Percé, on va me dire, là, t'es loin de Bonaventure. Si je choisis Bonaventure, là, t'es loin de Saint-Anne-des-Monts. Puis là, Matane. Tu vas être loin de quelque chose. Je vais être tout le temps loin de quelque chose. Fait que je me suis dit, tant qu'à me compliquer la vie, je vais aller aux Îles-de-la-Madeleine. T'es sérieuse, là? Tu t'en vas rester aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que là, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui embarque dans mes projets. Puis quand j'ai parlé de ça, qu'est-ce que tu dirais peut-être d'avoir une maison aux Îles-de-la-Madeleine? Il était partant. On avait un coup de cœur commun pour les îles. Dans les dernières années, on était allés séparément, chacun de notre côté, avant de se connaître aux îles. Puis on avait eu un gros coup de cœur. Fait qu'on a décidé d'embarquer dans ce projet-là. On est bien content de ça. Ça s'est fait récemment quand même. Mais on va garder la maison actuelle aussi. Ouais. Mon conjoint travaille là, puis nos familles sont là, donc ça va être plus facile comme ça. Mais je peux dire que j'ai mon pied à terre dans le nouveau comté. C'est compliqué. On est plus capable de trouver une maison ou d'acheter des maisons. J'imagine qu'aller vivre aux Îles-de-la-Madeleine, ça doit pas être simple. T'as un bon réseau de contacts, fait que ça a dû aider, mais... Ma vie est jamais simple, fait que ça, c'est pas nouveau. Mais je dirais qu'en Gaspésie, en général, les maisons sont plus abordables qu'en ville. Donc ça a été mais là, intéressant. Les Îles-de-la-Madeleine, ça doit c'est une destination pour les bourgeois. Non, pas tant que... c'est un peu comme partout. L'été, oui, évidemment. C'est comme Métis-sur-Mer dans mon comté. C'est un petit village. On dirait qu'on est en Nouvelle-Angleterre quand on est là. C'est des vieilles maisons, style anglais, tout ça. C'est vide l'hiver et c'est rempli l'été. Bon, c'est un peu le type de communauté. Il y a quand même beaucoup de monde qui reste aux îles l'hiver. Mais oui, c'est une destination touristique. Bref, on avait un coup de cœur pour ça. Puis on s'est dit, on y va, Aline. C'est ce qu'on a fait. Trouvé une maison. C'est incroyable. Fait que, bonjour, Mme Leboutillier. C'est ça. Fait que là... T'as challengé, t'as pas pu répondre au challenge. Les îles, c'est une petite communauté. Écoute, ça s'est su comme une traînée de poudre. Ça n'a pas été long. Et les gens sont super accueillants, étaient contents là, dès que j'en parlais. Ah ouais, quel quartier t'as choisi? Tout ça, c'est proche de qui? Je connais ton voisin, puis tout ça. Fait que ça s'est su rapidement. Ça a fini par sortir dans les médias locaux. Alors, j'ai pas vu de déclaration de Mme Leboutillier en réaction. Peut-être que je serais curieux elle n'a pas d'avoir grand-chose à dire par rapport à ça. Sa réaction. Puis là, ça te fait t'as ton collègue provincial, encore une fois, qui partage Joël Arsenault, les mêmes valeurs au point de vue de l'indépendance. Qui est vraiment super. C'est comique, ça. Ouais, quand j'y vais aux îles, c'est un guide exemplaire. Écoute, il me compte de A à Z de tout ce qui se passe là-bas. Fait que c'est vraiment le fun. Qui a déjà été maire. Oui. Donc, on a une entrevue. Les auditeurs vont dire, il plug. J'en profite. Oups, je me rends compte que ma caméra est pas. C'est parfait. On a une entrevue avec Joël Arsenault aussi sur YouTube. Gênez-vous pas, allez vous mettre ça. Je viens de voir que c'est comme moins chic. Je vais mettre ça, faire un peu de promotion. Je viens de mettre la calotte du Vox sur ma boîte de Kleenex. Donc, je vais continuer dans ce cas-là. C'est ça, c'est le fun, on le sait, on sait pas mal tout. Tu nous as pas mal tout. Dis comment t'allais opérer le changement. Ouais. Parce que c'est un gros changement. La première étape, ça va être de gagner l'élection quand même. Après ça, pour les bureaux, la logistique des employés, on verra. Mais est-ce que tu t'emménages avant l'élection ou tu t'engages à déménager si tu gagnes? C'est déjà fait. Fait que toi, tu es une résidente des Îles-de-la-Madeleine. Je paye des taxes aux îles depuis le mois de juillet ou août. Fait que t'as pas besoin de payer le 35$ de... Non, c'est ça a fait jaser pas mal. Finalement, c'est pas obligatoire. Les gens peuvent le faire, mais non. Toute une saga pour peu de choses quand tu y penses. Là. OK. Je pense qu'ils sont encore en train de gérer ça avec bien du monde là-bas, pour eux. OK, écoute, je continue mon CV, OK? Là, ça, c'était juste, là, chers auditeurs, c'était juste le bout fonction actuel qui nous a amené à ça. Puis on est là-dessus depuis maintenant déjà 23 minutes. OK.
Ben là, on a parlé de ton parcours professionnel, je pense qu'on l'a couvert déjà. Je sais pas, là, tu fait à travers, en tout cas, tu as été conseillère pour le Parti québécois antérieurement. Tu as des études en relations internationales. Tu as aussi fait des études en études de genre, je sais pas c'est quoi. Ben, un peu études féministes, un peu le même. En études de genre, avec toi, un vieux bonhomme qui ne le sait pas, lui. Puis, tu as un baccalauréat en études internationales et langue moderne qui doit beaucoup t'aider aujourd'hui. D'ailleurs, avant ça, tu avais fait des études en arts et en lettres. Exact. Donc, je ne me trompe pas. C'est ton CV. Oui. Donc, au-delà de ça, tes grands dossiers. Ben, en fait, avant de parler des grands dossiers, j'ai une question que j'aime. Je t'avais déjà posé cette question-là dans une de nos premières. Pas de nos premières entrevues, parce que la première entrevue qu'on avait faite, tu n'étais pas encore élu. Non, c'est Puis vrai. là, après, c'est ça qui avait été. Que j'avais trouvé le fun, c'est que là, tu avais eu une expérience de peut-être 2 ans. Ça faisait 2 ans que tu étais député, je ne sais plus trop. Ouais. Puis là, on s'était rencontrés. Puis la première question que je t'avais demandé, j'ai dit, c'est quoi tes constats? T'arrives à Ottawa, là, c'est quoi tes grands constats? J'ai le goût de te reposer la même question, Christina. C'est quoi tes grands constats après 5 ans bientôt à Ottawa? Mon Dieu, je me disais que j'aimerais réécouter l'entrevue pour voir qu'est-ce que j'avais répondu, mais j'ai un souvenir. Moi, j'ai un souvenir. J'avais dit que j'étais plus souverainiste depuis que j'étais à Ottawa qu'avant. Parce que Puis c'est encore la même chose aujourd'hui. On le constate tellement à chaque jour à Ottawa. C'est 2 mondes. Et il y a la barrière de la langue, surtout, j'ai étudié en langue, tu l'as dit, j'ai la chance de parler anglais, de pouvoir collaborer, de communiquer avec les collègues de tous les partis au jour le jour dans nos différents dossiers. Ça se fait principalement en anglais, la collaboration? Oui. Si le Bloc n'était pas à Ottawa, là, ça parlerait pas ben français en chambre. C'est malheureux, mais c'est ça. Puis là, dès qu'on dit ça, non, les libéraux puis les conservateurs québécois nous disent nous autres aussi, on est des Québécois, puis vous n'êtes pas plus Québécois que nous. Mais oui, mais vous êtes dans le bilinguisme à tout bout de champ, puis même si vous représentez un comté québécois, des gens qui représentent des circonscriptions sur l'île de Montréal, oui, je veux bien, mais même partout au Québec, c'est en anglais souvent, plus souvent qu'autrement, puis c'est difficile d'aller vers le français. Puis dès qu'il y a quelqu'un dans la pièce en comité parlementaire, ça va être en anglais. C'est hyper difficile, même en comité là où il y a la traduction, donc on a des interprètes avec nous. Si ça se met à pas fonctionner, là, il y a un problème de micro, quoi que ce soit. Si le député du Bloc dit pas, ouais, excuse-moi, on n'a pas la traduction en français pour les gens qui seraient à l'écoute, pas un chat qui soulève ça, là. Tu sais, il y a personne qui suit en français, tout se fait en anglais. Alors, c'est malheureux parce qu'on le voit dans la fonction publique aussi, puis on le voit, c'est comme une tradition qui se perpétue, puis si on n'est pas là pour dire, tu sais, le Canada, oublions pas, là, mais c'est quand même un pays bilingue. Il y a le français là-dedans, puis ce serait le fun que le Parlement soit accessible aussi pour les francophones. Alors, ça, c'est une chose. Sinon, les constats... Je pense que je l'ai sûrement aussi dit, la machine politique en général est difficile à bouger, à faire évoluer. Tu sais, on le voit dans plusieurs dossiers locaux, c'est difficile d'aller changer les choses. Je faisais une entrevue tantôt locale. On a une entreprise de foresterie, de bois qui vient de fermer dans mon comté. Il y a des travailleurs étrangers temporaires qui étaient arrivés il n'y a même pas 2 semaines. Là, ils ont un permis de travail fermé. Ils peuvent pas donc aller travailler pour une autre entreprise. Ottawa veut rien savoir de faire autre chose que des permis de travail fermés, même si on sait que c'est un long processus pour une entreprise d'aller chercher des travailleurs étrangers temporaires, puis qu'ils n'iront pas travailler ailleurs dès qu'ils arrivent au Québec. Là, ils ont un lien d'attachement qui c'est quoi leur option, ces gens-là? Là, de retourner chez eux? Ben écoute, il y a des gens aussi, souvent ces gens-là viennent faire un blitz pour envoyer de l'argent à leur famille, qui sont peut-être souvent dans des conditions précaires. Donc là, nos premières questions, c'est est-ce que ces gens-là sont logés? Ils ont plus d'argent pour payer le loyer? Est-ce qu'ils sont nourris? Est-ce qu'ils peuvent se replacer? Donc, on est en lien avec des agences d'intégration au Bas-Saint-Laurent, puis en Gaspésie, puis en lien avec le cabinet du ministre en disant, ben essayez donc d'avoir de l'ouverture pour ces gens-là, puis de peut-être changer. Ça se fait des changements d'urgence dans certains cas, mais il faut avoir une panoplie de trucs à prouver. Dans le cas d'une fermeture d'entreprise, c'est la première fois que je le vis. Donc, on est un peu là-dedans. C'est des dossiers comme ça qu'on se dit, mais comment ça, c'est si rigide, la machine fédérale, puis le ministère de l'Immigration, probablement le ministère le plus dysfonctionnel à Ottawa, c'est tout le temps un cafouillage. Puis j'imagine que ça manque pas, les ministères dysfonctionnels. Non, il y en a pas mal, donc c'est pas peu dire. Celui de l'immigration, ça
fonctionne pas super bien et les ministres se succèdent un après l'autre. Il y a jamais vraiment de grande réforme qui se fait. Je pense que c'était pas Mark Miller ou je sais plus si c'était lui à ce moment-là, mais il y avait un ministre qui avait dit, on se rend compte qu'il y a des fonctionnaires qui ont une préférence pour tel type d'immigrants. Donc, les immigrants francophones africains vont prendre le bord avant tel type d'immigrants. Et on se dit, mais... Fonctionnaires. Oui, et il y a cette culture-là dans des ministères, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est un peu décourageant à la longue. En même temps, on se dit, on est là pour ça, travailler pour changer les choses. Donc, même si c'est long, petit à petit, on a des petites victoires. Puis surtout, on réussit à changer le quotidien des gens chez nous. C'est peut-être la chose la moins glamour en politique, ce dont on parle le moins. Mais je pense que c'est le plus gratifiant pour nous. Puis on a des équipes de travail qui nous appuient là-dedans. Puis on fait le bilan à la fin d'une année, puis on se rend compte qu'on a aidé des centaines de personnes qui viennent jusqu'à en pleurer quand ils nous croisent dans la rue parce qu'on a changé leur vie. Donc, c'est pas... oui, c'est vraiment. Puis j'en ai des frissons quand j'en parle. Mais c'est pas... ma fierté d'être députée, c'est pas d'avoir contribué à ce qu'il y ait une nouvelle piscine dans telle ville. Là. Je veux dire, de toute façon, ces projets-là viennent des communautés, viennent des milieux, des villes. Puis on aide à aller chercher le financement. On est là, exact, on est là en soutien. Mais d'aider la personne dans son processus d'immigration, celle qui n'a pas eu son allocation familiale depuis des années, qui est dans les dettes par-dessus la tête, puis on réussit à débloquer son dossier, puis elle reçoit un gros chèque du fédéral ou tu sais, c'est des petites histoires comme ça qui font OK, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça qu'on fait les engagés publics, pour que vous puissiez communiquer, vous les politiciens, que vous ayez une tribune pour venir nous parler de ce genre de petits succès-là, puis démystifier votre métier, tu sais, parce qu'on entend tellement tout le temps juste les côtés qui rendent cyniques que quand on a un peu enfin on voit que votre travail donne des choses puis débloque sur du positif, c'est le fun de le savoir. Vraiment. Fait que j'en avais justement une question sur l'immigration. Est-ce que tout ça, le fait qu'il y ait les compétences québécoises dans ce contexte-là, est-ce que ça rend le dossier encore plus complexe? Absolument. C'est tout le temps soit bloqué à Ottawa, soit bloqué à Québec. Puis là, ils ne se parlent pas entre les deux. Puis là, c'est compliqué. C'est quoi la solution? Nous, on a toujours dit rapatrions le plus possible de pouvoir à Québec. Là. On est souverainiste quand même, donc c'est assez normal de nous voir dire ça. Mais je pense en général que ce soit une seule personne, pas une seule personne, on s'entend, mais un seul endroit, c'est ça qui s'occupe de tout ça. Je pense que ça peut faciliter les choses et on sait que la communication n'est pas toujours bonne. Les ministères eux-mêmes, dans le même palier de gouvernement, travaillent en silo. Donc, si on arrive, il faut travailler à 2 paliers, provincial, fédéral, c'est difficile. Donc, on a toujours dit ça, rapatrions le plus possible à Québec. Puis, dans l'actualité récente, François Legault, à un moment donné, voulait pratiquement faire une question référendaire. Mais il est allé se faire dire non encore. C'est ça. Ça n'a pas de l'air. Puis quand il se fait dire non, là, il n'y a pas de l'air à... C'est ça que j'allais dire. C'est drôle comment ces grands dossiers-là se retrouvent à ces grandes déclarations-là où ce qui bombe le torse se retrouve à la une des médias pendant un petit bout de temps, jusqu'à temps qu'on se fasse dire non. Là, d'un coup, on n'entend plus parler. Il y a un piège, hein? Il y a un sérieux piège là-dedans parce que lui, il perd la face. Il y a personne qui est fier à la CAQ de venir mettre la lumière là-dessus. Mais c'est très important qu'on comprenne la réelle façon dont on est traité dans la fédération. Mais oui. Puis je pense que le positif de rapatrier ce pouvoir-là, c'est de le traiter avec notre vision à nous. C'est quand je disais qu'il y a un préjugé envers les immigrants francophones africains, mais excuse-moi, nous, on veut favoriser l'immigration francophone au Québec et c'est peut-être une des choses les plus difficiles pour l'intégration, la barrière de la langue, la francisation. Là, on sait qu'on manque de professeurs, etc. Les classes sont pleines, manque de moyens. Si on peut aller chercher une immigration majoritairement francophone, tant mieux. On commence déjà avec ça. Tu dis que c'est laissé à la discrétion des préférences, des fois, de certains fonctionnaires. À un moment donné, puis là, ils vont retourner les francophones en premier. Il y avait des lettres de refus, tout simplement. Ça n'était pas dans les critères ce qu'ils disaient, mais c'est après ça. Le ministre, à un moment donné, a avoué, puis là, ça m'échappe, je ne sais plus si c'était Miller ou son prédécesseur, mais bref, j'ai apprécié son honnêteté, a avoué que c'était systémique dans son ministère, qu'il y avait vraiment un racisme à l'endroit de ce type d'immigrants-là. Alors, c'est assez incroyable. Puis, bon, on n'a pas vu trop qu'est-ce qui s'est fait depuis pour arranger ça, puis on le vit encore constamment. Fait que, tu sais, si
si on avait ce pouvoir-là à Québec, ben on pourrait aller dans cette direction-là. À Matane, là, le cégep, c'est plus de 40%, même 60%, je pense, des étudiants qui sont issus de l'immigration. Et souvent, là, on a des dossiers de refus parce que les fonctionnaires à Ottawa nous disent « Ah ben là, il me prouve pas qu'il veut pas retourner dans son pays après. » Mais ça se peut qu'on veuille le garder. On peut-tu peut-être faire ça autrement? Oui, des fois, les gens veulent juste venir étudier puis repartir après, puis c'est bien correct. Mais pourquoi il est obligé de prouver qu'il veut s'en retourner? Tu sais, peut-être qu'on a le goût de le garder. On veut juste du monde qui vont s'en retourner. C'est bizarre. C'est fait d'une façon assez bizarre, en effet. C'est surprenant, cet aspect-là. Puis là t'en as aussi un cégep dans ton nouveau comté à Gaspé qui a il y a beaucoup d'étudiants qui sont issus de l'immigration. C'est même devenu, il y a comme un campus à Montréal du cégep de Gaspé qui se spécialise dans le recrutement d'étudiants étrangers. Est-ce que je commence là, à m'intéresser à ces dossiers-là. On parlait de pêche brièvement tout à l'heure. Fait que c'est un des dossiers qui m'occupe le plus, justement, parce que autant ça se passe dans ma circonscription actuelle que dans la future. Donc, je m'intéresse à ça. J'ai pas le choix aussi. Les journalistes arrivent avec des questions très pointues des fois, puis il faut que je sache de quoi je parle. Mais oui, l'immigration, puis ça reste, puis on parle depuis longtemps de régionalisation de l'immigration. Donc, ça, c'est un dossier hyper important. Puis le Bloc québécois l'a mis de l'avant dans la dernière année, dans la dernière session parlementaire. Je sais pas si tu avais vu, à la fin de la session, Joël Denis Bellavance, dans la presse, avait fait un papier comme quoi le Bloc avait été premier de classe ou quelque chose comme ça. Puis c'est le genre de questions qu'on mettait de l'avant souvent, l'immigration. Puis on disait souvent au gouvernement, c'est pas des chiffres, c'est pas des numéros, c'est des humains. Puis on apportait cette question-là toute humaine derrière l'immigration parce que on lance immigration par-ci, par-là dans les médias. Les politiciens ont fait tout ça. Puis on oublie, tu sais, que c'est des gens, puis qu'il y a des familles derrière ça, puis qu'il y a des vies. Fait que de ramener cette question-là à l'humanité derrière, on trouvait ça important de le faire, mais bon, c'est pas toujours ce qui est entendu, mais on essaie. C'est un autre défi pour toi. Tantôt, on parlait du changement, là, de tout cet apprentissage-là, tous des dossiers que tu maîtrisais là, après 5 ans. Là, tout ça est à refaire. On ajoute ça sur la pile des éléments à gérer. Hein. La gestion du changement, c'est toute une... C'est quand même des régions qui se ressemblent beaucoup, là, donc ça devrait grosso modo bien aller. Mais en même temps, quand on comptait, ta circonscription est si grande, écoute, tu passes du bois à la pêche. Oui, l'agriculture, la foresterie, la pêche, les PME de toutes sortes, c'est extrêmement varié. Puis on se battait contre ça, là, j'y reviens brièvement. On disait, à Montréal, il y a je sais pas combien de dizaines de députés, puis ils ont des petits coins, des pâtés de maison. Puis c'est, oui, je veux bien que c'est très peuplé, mais ils ont sensiblement les mêmes dossiers à défendre à Ottawa, alors que nous, c'est une personne de moins qui va se lever à Ottawa pour parler de la Gaspésie, pour parler du Bas-Saint-Laurent, pour défendre les enjeux de là. Alors qu'il y a tellement de domaines d'activité, tellement de dossiers. Alors ça, c'est malheureux en question de représentativité puis de voix des régions, là. Bref. Bon, écoute, ça fait déjà 37 minutes qu'on se parle, puis j'aime... Chez le fun, on a eu ta vision puis ton sentiment à haut niveau, ton ressenti à haut niveau après 5 ans. Mais là, tu es aussi la responsable de la transition énergétique et de la sécurité publique. Je serais curieux d'avoir un petit bilan de ces aspects-là. C'est quoi tu le sais, là, je le disais tantôt, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, renseigne-nous. Puis en même temps, donne-nous un peu votre bilan. Là. On en est où? Le Canada, le Québec par rapport à ça et le Bloc dans tout ça. Écoute, c'est tellement passé de choses dans les 5 dernières années, puis en même temps, on dirait que pas grand-chose a avancé au final. Il y a eu une pandémie? Oui, il y a eu une pandémie. Justement, le dossier de la sécurité publique a été mis de l'avant beaucoup à cause de la pandémie, quand on parlait de la sécurité des frontières, etc. J'ai été mise de l'avant beaucoup au Bloc, puis ça m'a fait cheminer, ça m'a fait avancer. Roxham, en collaboration avec notre porte-parole immigration, j'en ai beaucoup parlé. Sinon, je sais pas si on en a parlé ensemble dans les derniers balados, mais j'ai travaillé sur le projet de loi C-21, qui est le projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Alors ça a été un gros dossier dans les dernières années. Et là, récemment, ça revient dans l'actualité. Police se souvient a fait une sortie en disant le gouvernement s'était engagé à
telle chose. Et là, on arrive peut-être à la fin là, du règne de ce gouvernement-là, qui est, il faut le dire, plus progressiste en matière de contrôle des armes à feu. Si M. Poilievre rentre au pouvoir, on s'entend qu'il il va avoir des reculs. Sur cette question-là, c'est sûr et certain. Pour travailler depuis 5 ans avec des libéraux, des conservateurs sur cette question-là, ils sont complètement ailleurs. Sur plusieurs dossiers, les libéraux et les conservateurs se ressemblent. Ça, on le mentionne pas toujours, mais sur ce dossier-là, c'est foncièrement différent. Donc, je crains des reculs. Puis, Paul, se souvient évidemment qu'il milite depuis bientôt 35 ans pour un meilleur contrôle des armes à feu au pays, le craint et le voit cette espèce d'opportunité avec l'entente qui a été déchirée avec le NPD récemment, de dire, le Bloc, si vous voulez donner votre appui au gouvernement, vous pourriez en faire une condition. Et là, il y a plein de groupes qui nous approchent en voulant pousser leur dossier. Puis là, j'en parle parce que c'est mon dossier, la sécurité publique. Ouais. Donc, il y a façon d'aller mettre plus de pression sur le gouvernement, mais ce qui reste, le projet de loi est passé, puis souvent, dans le projet de loi, c'est écrit, telle chose, ça va être réglé par règlement, ça, il va falloir faire un décret, ça va être un règlement, etc. Donc, une fois que ça, c'est fait, nous, on a travaillé pour améliorer le projet de loi. C'est dans les mains du gouvernement. Si lui ne publie pas son décret, moi, je peux rien faire. Fait qu'on est un peu dans une impasse. Mais il y a un catch-22 là-dedans pour le Bloc que je me rends compte. Premièrement, je trouve ça fascinant en t'écoutant. Je me rends compte que le NPD et le Parti libéral ont déchiré leur entente. D'emblée, ce que ça fait, c'est que ça vous donne un pouvoir auprès de certains groupes. Tu me dis que là, finalement, vous êtes plus sollicité. Absolument. Ça nous redonne, en quelque sorte, la balance du pouvoir. OK, ça, c'est super intéressant. Sauf que, là, on entend déjà on ne fait pas juste les entendre s'en venir, on les entend très fort, les conservateurs qui nous disent le Bloc libéral. Ouais. Donc, tu vois ça comment, toi? Tu réagis comment? Puis, c'est quoi ta vision? Comment tu penses? T'aurais le goût de nous dire, moi, j'ai une autre vision à vous proposer de cette notion-là où on est obligé, quelque part, je sais pas, êtes-vous obligé de négocier ou de vous entendre ou de collaborer avec le Parti libéral au pouvoir? Mais écoute, notre travail à nous, au Bloc québécois, c'est pas de garder Justin Trudeau au pouvoir. Notre travail au Bloc québécois, c'est pas plus de donner un gouvernement à Pierre Poilievre. Ce qu'on fait entre deux, nous, c'est essayer d'aller chercher des gains pour le Québec. Puis vous avez dû entendre Yves-François Blanchet le dire à maintes reprises, si c'est bon pour le Québec, normalement, on vote pour. Si c'est mauvais pour le Québec, normalement, on vote contre. C'est assez simple. Donc là, on a cette espèce de rôle de balance du pouvoir où on peut aller chercher des gains pour le Québec. C'est facile, on va dire au gouvernement, si vous voulez notre appui, parce que là, votre entente avec le NPD marche plus, il va falloir nous donner ça, puis peut-être ça, puis ça aussi. Puis si vous voulez pas, tant pis. On risque de tomber en élection. Il faut savoir que les Québécois, en ce moment, sont pas plus fringants que ça d'aller en élection. Je pense que tout le monde serait bien content si le mandat se terminait comme prévu en 2025. Je pense que ce serait la préférence de Justin Trudeau s'il pouvait étirer ça le plus possible. Mais là, on va entendre Pierre Poilievre dans les prochaines semaines crier ça ad vitam aeternam en disant si on soutient le gouvernement, c'est parce que c'est le Bloc libéral, puis on veut les garder là, mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit ça. La question, c'est pas de garder un gouvernement en place ou d'aider un nouveau parti à se faire élire. C'est d'essayer d'aller chercher des gains pour les Québécois entre deux. C'est intéressant ce point-là. C'est un peu ça notre travail. C'est vraiment intéressant ce contrebalance-là, à savoir, si d'un côté, il dit hey, tu fais des alliances avec le Parti libéral, moi, mais attends un peu. J'aime ça, cette notion-là. Je suis pas là pour les aider eux autres, mais je suis pas là non plus pour te faire élire. Exactement. Puis c'est pas ça notre job. Puis un député du Bloc québécois, là, c'est un conservateur de moins, puis c'est un libéral de moins. Ça aussi, il faut pas l'oublier, avec des élections qui s'en viennent. Donc, notre travail, c'est pas d'aider un ou l'autre. Puis là, on voit déjà Pierre Poilievre qui dit je risque de déposer une motion de censure sur la taxe carbone. Et là, c'est intéressant. Puis là, il va vous dire que vous gardez. C'est intéressant parce que Pierre Poilievre a déposé des motions sur la taxe carbone
je ne sais plus combien de fois, à des dizaines de reprises dans les dernières années. Et notre position a toujours été la même. Il a fallu expliquer de tout bord, tout côté. Je veux dire, comme à l'intérieur, mon collègue dit qu'il fallait sortir les crayons de cire pour leur faire un dessin, pour leur expliquer la taxe carbone ne s'applique pas au Québec. C'est pour les provinces qui n'ont pas de système en place. Ça n'arrive pas. Donc là, ils ont fini, je pense, par comprendre que ça ne s'appliquait pas au Québec, mais ils continuent de mettre ce genre de motion-là en place en pensant qu'on va voter avec eux. Puis voter contre ce type de motion-là parce qu'elle est fausse ou parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, c'est pas de facto un soutien au gouvernement. C'est d'être fidèle à nos propres valeurs. Nous, si tu dis que tu veux continuer à financer les pétrolières, ça se peut qu'on vote contre. En fait, il y a des très fortes chances qu'on vote contre parce que c'est pas comme ça qu'on voit la transition énergétique. Donc, après ça, si Pierre Poilievre décide de qualifier nos votes d'appui au gouvernement, c'est le message qu'il veut envoyer, mais nous, c'est évidemment pas comme ça qu'on pense. Mais c'est le genre de tactique qui rend justement un peu cynique à voir que finalement, la réalité ne les intéresse pas à partir du moment où il y a la situation crée un angle d'attaque. Exact. Ben, tu sais, gars, je le disais tantôt, on est là de loin, on check ça un petit peu comme ça. On ne sait pas le fin détail. Mais non. Fait que quand on entend que le bloc, tu sais, quand on entend un truc sur justement la taxe carbone, ben il y a des gens pour qui ça résonne. Sauf que ce qu'on comprend, c'est que là, il faut rentrer dans la nuance puis dans les explications pour voir qu'en réalité, ça ne s'applique juste pas. Exact. Puis le message principal qu'on va entendre à la radio ou qu'on va voir à la télé, on n'a pas toute l'explication derrière la clip, exactement. Puis la taxe carbone, je veux dire, souvent, ça a été ça, l'émotion à la Chambre des communes à plusieurs reprises. Fait que c'était redondant pour les journalistes de reparler de ça. Donc, on disait juste, le Bloc a dit oui ou non. Et là, bon, les conservateurs en faisaient leur message. Le Bloc soutient le gouvernement. Donc, ça revient souvent au même et ça aide pas le cynisme pour la population de voir que le message est toujours un peu ça. Mais bon, c'est la stratégie de certains partis, stratégie à laquelle je n'adhère pas. Mais quand même. Alors, on risque d'être dans ces jeux politiques-là partisans dans les prochaines semaines. Donc, les messages de chacun des partis vont être super importants, mais ça risque d'être de la politique que le monde n'aime pas vraiment parce que, justement, on se dit... C'est drôle de voir cette espèce de ligne de com-là qui a été conçue dans l'Ouest qui est utilisée ici au Québec. J'ai l'impression si j'avais un conseil à leur donner, puis là, je parle des conservateurs, là, si j'avais un conseil à leur donner, c'est d'arrêter ça, là. Ça marchera pas ici, là. Ouais. Vous avez aucune chance avec ça. Je pense qu'on a un bouche-tamette un peu développé par rapport à ça. Peut-être, en effet. Puis je pense qu'il y a des chefs conservateurs qui l'avaient compris. M. Harper, par exemple, s'était dit, bon, soit il faut que je dise une chose en anglais puis son contraire en français pour que j'aille l'appui de tout le monde. Mais si je continue à faire ça, c'est sûr que ça fonctionne pas. On en revient à la dysfonction de la fédération. Donc, j'ai dit, moi, j'arrête de faire plaisir au Québec. J'ai l'appui du reste du Canada, fait que je vais faire plaisir au reste du Canada. Qui va arriver, là. Et exactement, le Québec, on est encore... Oui, j'en parlais avec ton collègue Simon-Pierre Savard-Tremblay dans une entrevue que vous avez sur YouTube. Vous pouvez aller l'écouter. De voir, tu sais, que le chef conservateur pouvait d'emblée promettre qu'il allait scraper des projets structurants pour la Ville de Québec. Puis, puis on le sait qu'il va être capable de le faire s'il y a toute cette grosse majorité-là. C'est où on met des sérieux bâtons dans les roues, en tout cas, aux investissements. On n'a déjà pas notre part d'investissement qu'on devrait avoir parce qu'il n'y a jamais rien qui aboutit à Québec à cause, justement, quand c'est très compliqué, pas besoin de faire d'historique. Crime, juste comme ça débloque, on pourrait-tu l'avoir, ce petit bout d'investissement-là? C'est décourageant. Je ne veux pas embarquer là-dessus, puis on pourrait en reparler pendant des ans, puis là, je me rends compte, on avance sérieusement. Parlons-en d'indépendance, parce que vous êtes le bloc, là, je peux pas te recevoir, puis qu'on n'ait même pas eu un mot sur l'indépendance. On finit, là, justement, c'est une belle transition. On vient de mettre la table pour la dysfonction, sur la dysfonction de cette fédération-là. Tu l'envisages comment, toi, l'évolution du mouvement indépendantiste à partir de maintenant? Puis j'aimerais ça, tu sais, vu que je te pose mes deux questions dans un bloc, parce qu'on est en fin d'épisode bientôt, mais
c'est quoi la place du Bloc dans cette évolution-là du mouvement indépendantiste? Mais je pense que le Bloc a été là depuis quelques années en soutien, puis une chance qu'il a été là sur la scène fédérale pour rappeler que le Québec existait, tout simplement. Puis on a toujours envoyé des députés du Bloc pour défendre les intérêts des Québécois. Puis quand on demande aux gens qu'est-ce que vous pensez, mettons qu'on vous met quelques députés devant vous là, de différents partis, qui est-ce que vous pensez qu'il va mieux défendre les intérêts des Québécois? C'est souvent un député du Bloc qui ressort, puis c'est pour ça qu'on a réussi à en faire élire depuis de nombreuses années. Évidemment, la souveraineté se fera pas à Ottawa, on est bien conscient de ça. Et souvent, dans l'histoire, quand le PQ allait bien, le Bloc allait moins bien. Quand le Bloc allait bien, le PQ allait moins bien. Et là, il y a une espèce de momentum intéressant qui se passe. Le PQ est en remontée, ça va très, très bien. C'est emballant à regarder, de voir des jeunes joindre le mouvement aussi. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, puis on est peut-être à la croisée des chemins. Il y a peut-être une fenêtre, et c'est un collègue qui disait ça hier soir. On avait notre caucus pré-sessionnel et un collègue qui a bien plus d'expérience que moi disait on est peut-être à une fenêtre qui se referme bientôt, intergénérationnelle, là où il faut que l'indépendance se fasse parce qu'après, on aura manqué le bateau, tu sais. Fait que je vois un peu cet engouement-là, puis je pense que plus que jamais, il va falloir le faire, puis ben le Bloc sera là en soutien, évidemment. On peut pas dire que nous, on travaille pour nos pensions, hein, comme bien des gens aiment le dire, là, parce qu'en fait, on est les seuls députés à Ottawa qui travaillent pour perdre leur job. Aller, ouais. On serait bien contents là, de ne plus être obligés d'être à Ottawa. Donc, on travaille un peu pour ça. Christina, je vais... Il y a une idée qui vient de surgir en t'écoutant parler du Parti québécois. OK, Karl Braus, de toute façon, tu peux pas être député métis encore. C'est fini, ça. Pourquoi pas Christina Michaud dans Terrebonne? Seigneur! Non, je pense pas. Il faut que tu déménages encore. Fait qu'il y a une autre maison... à Matapédia, une aux Îles-de-la-Madeleine, puis là, on veut que tu t'achètes une maison à Terrebonne. Non, je pense qu'il y a énormément de gens intéressés par Terrebonne, probablement, et ça, c'est un beau problème hein, pour le Parti québécois en ce moment. Quand tu as une élection partielle qui arrive ou une élection générale, puis que c'est difficile de trouver des candidats, ça annonce pas bien, hein? Mais quand tout le monde lève la main, tout le monde veut y aller, là, c'est un beau problème. J'ai pas levé la main, non, pas du tout. Est-ce que tu as été approché? Est-ce que t'en as-tu parlé? Je suis le premier à avoir cette idée-là, je dois pas. Là. Honnêtement, non. Non. Ça aurait été une belle candidature. C'est loin de nous. Je pense que ce qui a fait la députée que je suis rendue aujourd'hui, puis pourquoi c'était une candidature intéressante pour mon coin de pays, c'est parce que je venais du coin, je suis une fille de région, tout ça. Fait que moi, je le vois pas. En tout cas, là, Christina Michaud dans un autre comté que Gaspésie. Là. Je le vois pas, mais non, c'est sûr que c'est un projet qui est emballant pour 2026. C'est sûr que les mains vont se lever, puis je suis certaine qu'ils vont trouver le ou la meilleure candidate pour ça. Puis ça s'est passé dans Jean Talon, ça a été incroyable, le changement que c'est venu apporter. On avait nos 3 soldats, nos 3 mousquetaires qui étaient là. Jamais été autre chose que... Et Pascal Paradis, on dirait qu'il a été député toute sa vie, ce gars-là. Là. C'est un coup de cœur pour moi. Il est profondément gentil. Moi, je le connaissais comme avocat. Ah, ben déjà, tu vois. Je suivais sa carrière déjà comme avocat. Puis quand j'ai vu... C'est une bonne personne. Que le PQ avait mis la main sur un candidat de cette qualité-là, j'ai fait « Oh, les gens sont pas prêts. Là, ils savent pas à quel point c'est un bon candidat. » Vraiment. Donc, écoute, tant mieux. C'est déjà tout. C'est incroyable. Je me prépare plein de questions, puis on part. Puis là, c'était vraiment intéressant. En plus, tout ton volet sur le fédéral, il faudra se reprendre, simplement. On a toujours le goût de parler pendant 2-3 heures, mais on va se reprendre. Oui, parce que tu nous apprends vraiment beaucoup de choses à cause, justement, on n'a pas cette chance-là d'avoir... On n'a pas assez d'informations qui nous viennent de votre travail à Ottawa. Puis, on en reprendra encore plus. L'autre affaire que je voulais spécifier, c'est que là, on a parlé de la candidature dans Terrebonne, mais l'entrevue risque de sortir alors qu'on connaîtra peut-être les candidates qui pensent que ça va être une femme, qui sont intéressées, ou même carrément on connaîtra peut-être la candidate. Je ne sais pas comment ça marche en fait. L'investiture peut-tu se faire maintenant déjà? J'ai aucune idée. Je sais pas. Je sais que les règles sont très démocratiques au PQ, mais... c'est surtout pour dire aux auditeurs, là, on a parlé de ça, là, mais ça se pourrait qu'on la connaisse là, actuellement, la candidate. On la salue. On la salue.
C'est ça. On va l'inviter d'ailleurs. On va l'avoir au. J'annonce des entrevues de monde qui sont. C'est le fun de vivre dans des, dans des ellipses temporelles. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Christina. Merci à toi, Denis. Toujours un plaisir. Merci aussi à vous d'avoir écouté cette entrevue. Vous savez où écouter Les Engagés publics. On est sur YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts. On est partout. On est aussi distribué à Cube, le site web, la plateforme, l'application mobile. Mais on est aussi à la télé le week-end, donc à Cube Télé le samedi et le dimanche. Donc, c'est tous des endroits où vous pouvez nous écouter. C'est Denis Martel qui est au micro. Je suis ravi de vous avoir reçu et on se retrouve pour un prochain épisode.